Thierry Guerriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes stratégiste chez l'Union financière de France, UFF, et votre maison a lancé en début d'année une offre nouvelle qui s'appelle GPS, pour gestion pilotée et suivie. Tout à fait. Alors, allez-vous faire évoluer la carte des actifs non risqués dans cette offre? Parce qu'elle est quand même assez importante, cette notion de risque ou pas risque. Alors, des actifs non risqués, à un moment où les taux d'intérêt sont très bas, les emprunts d'État à 10 ans ont une rémunération de l'ordre de 2%, et puis sur le marché monétaire, on n'obtient vraiment plus rien du tout. Et puis par ailleurs, on a vu aussi des emprunts de la zone euro se porter très mal au printemps, ce qui veut dire que finalement le risque est partout. Alors comment allez-vous faire évoluer votre produit dans cet environnement où le risque est partout et on n'a plus de sécurité? Tout à fait. Alors déjà, recadrons le débat sur les actifs sécuritaires, parce que en fait, la définition des actifs sécuritaires que nous avons donnée à nos gestions flexibles, ce sont des actifs qui, à tout moment, ne doivent pas perdre d'argent. Bon. Donc on évite de mettre des actifs sans risque long, comme des emprunts d'État, dans la mesure où les actifs sécuritaires ont une vocation et une seule, c'est de servir d'actifs tampons qui puissent être remis en cause à tout moment pour prendre du risque, pour faire jouer la flexibilité. Tout à fait, parce que vos produits s'inscrivent dans une gestion, dans une épargne de long terme, oui. Donc les gens, enfin vos actifs n'ont pas vocation à rester investis en non risqué. Alors ils peuvent l'être. En fait, l'avantage de la gestion flexible, c'est qu'elle est flexible. Donc si à un moment donné, comme vous l'avez dit, il y a des moments où il y a trop de risques sur les marchés risqués, bah, nous disons sans aucune honte et réserve à nos investisseurs, bah, écoutez, c'est normal, nous n'allons pas prendre de risque pour le plaisir de prendre du risque. Nous prendrons ce risque le jour où ce risque ne sera plus aussi présent sur les marchés. En fait, on préfère naviguer avec le vent derrière que le vent devant, le vent debout. Nos gestions flexibles ne sont pas des gestions qui prennent du risque pour le plaisir de prendre du risque. Elles prennent du risque parce qu'il y a une opportunité, un potentiel à prendre du risque à un moment donné. Il ne faut pas oublier que nos gestions flexibles sont une réponse adaptée à un profil d'investisseur, à une certaine aversion au risque. Les différentes crises qui se sont succédées ont montré que les investisseurs souhaitent certes de la performance, ils souhaitent de la transparence sur cette performance, sur la construction des actifs pour arriver à cette performance. Ils veulent comprendre les choses et ils veulent surtout qu'il n'y ait pas de décalage d'image entre ce qu'on leur a vendu, c'est-à-dire une image d'un fonds diversifié qui diversifie ses risques, et finalement d'une performance qui peut se révéler momentanément très négative parce qu'on n'avait pas imaginé qu'un marché qui n'était pas cher allait devenir encore moins cher et qu'on allait perdre finalement autant d'argent sur les marchés de crédit, sur les marchés d'État, de dette d'État ou sur les actions. Oui, c'est très difficile de faire évoluer l'actif parce que finalement le risque, on le voit bien quand on a subi une perte. Alors, depuis le début de l'année, quelles ont été vos principales décisions en matière d'allocation d'actifs? Parce que nous avons eu une année difficile. Tout à fait. Alors en fait, ça ne vous étonnera pas, depuis le début de l'année, nous n'avons pas arrêté d'abaisser le niveau de risque, d'abord général, et plus spécifique des actions, quelles que soient nos gestions flexibles. Nous avons 3 gestions flexibles. La gestion flexible 0,30 pour un public prudent, la gestion flexible 0,70 pour un profil équilibré, et une gestion flexible plutôt carte blanche 0,100 pour un public plus dynamique, qui accepte vraiment de prendre plus de risques. Pour prendre comme repère la gestion flexible 0,70, en début d'année, nous avions 60% des actifs en risque. Et 50% du portefeuille était constitué d'actions. Ah oui, donc c'était significatif. Donc c'était significatif. Sur le premier quadrimestre, nous avons régulièrement allégé à la fois le poste action risque général et le poste action.
Et on a fortement allégé au mois de mai, lorsque la crise de la dette d'État dans la zone euro, grecque, etc., s'est développée. Il y a eu un très fort stress à ce niveau. Et on a répondu à ce stress en divisant par deux la prise de risque générale et la prise de risque action. Et on a renforcé, je dirais, cette vision prudente avant l'été, de telle sorte qu'aujourd'hui, cette gestion flexible 0,70 ne détient plus que 30% d'actifs risqués, donc 2 fois moins qu'en début d'année, et seulement 15% d'actions, c'est-à-dire 3 fois moins qu'en début d'année. Oui, donc pratiquement le niveau plancher. Mais au final, quelle a été la performance de ce fonds? Alors, depuis le début de l'année, arrêté au 20 août, notre gestion flexible 0,70 a progressé de l'ordre de 2%, là où, si on doit comparer les choses, le CAC 40 a perdu 10%. Voilà, et l'Eurostoxx 50, 12%. Donc voilà, effectivement, une performance positive, alors que ce n'est pas le résultat, ce n'est pas forcément une performance positive en tout temps. Non, c'est bien l'objectif, mais pour l'instant, on a eu la chance d'avoir été défensif au bon moment. Maintenant, on espère avoir des marchés qui se retourneront à la hausse et qui nous permettront de nous exprimer également à la hausse. Voilà. Plus confortable pour chacun, mais on voit poindre aussi à l'horizon une crainte sur une reprise de l'inflation, alors que dans le même temps, en fait, ce que l'on constate un peu tous les jours, c'est plutôt de la déflation. Alors finalement, pour ne pas se tromper, quels sont les écueils à éviter? Alors effectivement, vous avez bien résumé les choses. Aujourd'hui, il y a deux mondes. Il y a un monde déflationniste, ou en tout cas à une croissance très lente à la japonaise pour les principales économies développées, on va dire, de l'ancien monde. Et puis on a de l'autre les économies émergentes, qui elles sont en surcroissance ou en croissance accélérée, avec des tensions inflationnistes naissantes. Donc on connaît les deux phénomènes. On voit déjà qu'en regardant ces deux mondes, il y a des choses qu'il faudra faire et des choses qu'il ne faudra pas faire. Donc dans un monde déflationniste ou à croissance lente, qu'est-ce qui marche? Les actions? Pas vraiment. Le monétaire, ça ne rapporte pas, mais le monétaire, ce n'est pas un actif risqué. Les emprunts d'État, ben, c'est vrai, les emprunts d'État, ça rapporte. Mais ça rapporte aujourd'hui, on l'a vu, les taux, les rendements 2% à 10 ans, à peu près. Ont considérablement baissé, donc ça a bien fonctionné. Il fallait bien effectivement détenir de la dette d'État à un moment donné, les plus sérieux. Mais finalement, aujourd'hui, l'actif qui résiste le mieux et qui est le plus intéressant aujourd'hui à jouer dans ces zones développées, c'est le crédit corporate. Donc en fait, les émissions privées émises par des entreprises. Voilà, les obligations d'entreprise. Entreprises bien notées. Pas forcément bien notées. Bien notées, celle-là aussi commence à devenir un peu chère ou à moins rémunérée, être moins intéressante. Par contre, dans le domaine du haut rendement, du high yield, on n'est pas encore dans les entreprises qui ont des profils de risque trop élevés, où on imagine le pire demain, mais qui rapportent des rendements obligataires très, très intéressants. Donc, sur les marchés développés, je dirais la dette d'entreprise. Voilà. Et de l'autre côté, les marchés émergents, ils sont intéressants pour tout. Ils sont intéressants à la fois pour la dette, parce que les rendements sont déjà intéressants. Les devises sont intéressantes, parce qu'elles ont tendance à s'apprécier. Et les marchés émergents sont aussi intéressants sur les actions, puisqu'il y a la croissance, et que si les entreprises arrivent à se développer, elles feront plus de bénéfices, donc les cours monteront. Donc, pour résumer, aujourd'hui, on a deux choses que l'on met en portefeuille. C'est la dette d'entreprises européennes, et ce sont des entreprises internationales qui ont une activité dirigée ou qui peut être fortement impactée par les pays émergents. Par contre, dans les choses que nous n'aurons pas ou très peu, on aura très peu ou peu de dette d'État, parce qu'effectivement, elle a déjà c'est déjà beaucoup apprécié, qu'elle présente aujourd'hui un potentiel rendement à venir, risque à venir, déséquilibré. On a peut-être plus de risques devant nous que de rendement. Thierry Quérilloz, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Journal des Finances. Merci pour votre invitation.